Merci beaucoup de nous rejoindre dans une de ces rares conférences dans lesquelles nous ne parlerons pas d'IA. Voilà, je tiens à le dire tout de suite, il n'y aura pas beaucoup d'IA aujourd'hui, même pas du tout, dans cette conférence. Et... Attends, j'avais pas pris ça. Voilà. Et donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je suis accompagnée de Pierre, je vais me présenter rapidement. Je suis Laura Bokobza, je suis sparring partner de dirigeants et détecteuse de tendances, marketing, business et innovation, en particulier au travers de ma newsletter Le Comment du Pourquoi. Pierre ? Et donc, je suis Pierre Sellier, je suis directeur marketing France d'Agorapulse, qui est une solution de gestion des réseaux sociaux, quatrième acteur mondial pour être tout à fait transparent et premier sur le marché français. Et donc aujourd'hui, vous nous rejoignez aujourd'hui parce qu'on vous a attiré avec le dark social. Alors on s'est dit qu'il y avait dans la salle certainement des gens qui savaient très bien ce que c'était et qui étaient intéressés par le sujet, et des gens qui ne savaient pas du tout ce que c'était et qui étaient curieux. Donc on va quand même essayer de le définir pour démarrer. Le dark social, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir. C'est tout ce qui se partage. Donc il y a bien le mot social, donc on est bien dans le partage. C'est quand on va envoyer quelque chose à quelqu'un dans un canal qui n'est pas public. Alors évidemment, on va parler email et SMS, mais on va parler également de toutes les messageries privées et instantanées. Alors je vais faire comme à la télé, je vais citer plein de marques d'un coup. Donc c'est les WhatsApp, les Discord, les Slack, les Google Chat, les Teams, tout ce qui va permettre à des personnes d'échanger des liens, mais dont vous ne pouvez pas savoir que c'est en train d'être fait parce que ça n'est pas sur la place publique, donc ça n'est pas sur un des réseaux sociaux classiques. Et ça, en fait, ça vient complètement, mais alors complètement perturber les modèles d'attribution traditionnels. Alors effectivement, ça vient les perturber. Je suis assez content parce qu'on parle du dark social dans une dark room, la moitié des personnes qu'on ne voit pas. Donc n'hésitez pas, on va vous poser des questions à la fin, vous pourrez poser des questions à la fin. Mais pour rebondir sur ce que tu disais effectivement Laura, aujourd'hui le dark social affecte les modèles d'attribution traditionnels. On va vous donner un chiffre, il y a 84% de l'ensemble des contenus publiés sur Internet, sur le web, et sur les réseaux sociaux, qui sont maintenant partagés de manière privée. Ça, c'est un chiffre qui a été publié en 2016 par Random One et qui est toujours vrai. Le chiffre a très peu bougé. On parle à peu près de 86% aujourd'hui, mais globalement, c'est une moyenne de 84%. Donc, c'est un chiffre qui vous montre comment les modèles d'attribution vont être à la base, à la source, perturbés. Parce que quand un modèle est partagé de manière privée, ce qui se passe, c'est qu'il devient difficile pour des spécialistes marketing de pouvoir suivre et de pouvoir attribuer correctement le crédit à une source initiale du trafic. À partir de là, à partir du moment où on s'est dit ça, il y a un deuxième élément, un deuxième problème, entre guillemets, qui est qu'aujourd'hui, les parcours marketing, vous le savez tous, ils sont devenus longs, compliqués et multicanaux. Et ça va avoir un impact qui est le fait que l'attribution, le suivi, est de plus en plus imparfait. Ça, c'est le problème qu'on constate avec le dark social. Pour vous donner un exemple très concret, vous avez ici une slide qui vous montre qu'un parcours classique, un trafic normal, tel qu'on le connaît et qu'on conceptualise dans les écoles ou même auprès de nos équipes, on se dit on va poster quelque chose sur les réseaux sociaux, les personnes vont cliquer sur le lien qui est dans un post et ils vont venir sur notre site. Classique. Sauf qu'avec le dark social, vous n'allez pas du tout avoir le même phénomène. Le phénomène que vous allez constater, c'est que vous allez avoir une source qui va être directe. 80% du chiffre que vous allez avoir autour d'une campagne va être attribué de manière directe sur Google Analytics. Ça, c'est le phénomène du dark social. La raison du problème, elle est double. En fait, aujourd'hui, les modèles d'attribution traditionnels reposent souvent sur des données de référence qui sont visibles. Les UTM, tout le monde connaît, j'espère, les UTM, les codes de suivi, les clics sur les liens, ça, ce sont des choses qu'on retrouve de manière classique. Dans le cadre du dark social, ces informations, elles vont être absentes. Quand vous partagez un article, quand vous partagez une vidéo, quand vous partagez une musique, etc., à quelqu'un via WhatsApp, via Messenger, via un autre service de communication, souvent,
les UTM, ils sautent. Il n'y en a plus. On voit avec LinkedIn, vous partagez un lien sur LinkedIn, LinkedIn va reformater l'UTM initial, et donc du coup on va perdre souvent le tracking du lien que vous allez partager. Et donc ça va générer un certain nombre de problèmes. Il y a 2 conséquences majeures. Je vais te laisser peut-être les développer du coup, Laura, parce que ce sont des problèmes qu'on constate de manière récurrente tous les jours. Oui, parce qu'en fait, comme on ne peut plus traquer l'origine du lien, on va forcément se tromper dans l'estimation des canaux les plus efficaces. Et donc ça, cette problématique de sous-estimer en fait certains canaux, donc ça peut être par exemple, vous avez sponsorisé une newsletter, donc là vous aviez dans la newsletter un lien traqué, etc. Mais après, ce lien, il va vivre sa vie. Et les gens vont se le transférer, ils l'auront bien découvert dans la newsletter, en fait, là, originellement. Mais comme ils vont se le passer par les différents canaux dont on a parlé, parfois même, il y a des gens dont je fais partie qui font exprès d'enlever les UTM quand ils partagent pour encore plus confusionner les choses. Et bien, en fait, vous allez complètement perdre le fil de l'histoire et vous allez peut-être vous dire, en fait, sponsoriser cette newsletter, c'était pas une bonne idée. Parce que vous n'allez pas être capable de remonter l'intégralité du chemin qu'aura fait le lien vis-à-vis de vos différents targets. Et donc, ça veut dire que les modèles d'attribution qui fonctionnent vraiment beaucoup sur du vrai tracking, du TM, etc., ils vont être plutôt faux. Alors même si on voit aujourd'hui apparaître des modèles d'attribution qui sont plus seulement last click, qui vont aussi mettre des différents poids, différents passages, etc., de toute façon, comme il y aura au milieu des liens sans UTM, ils vont complètement perdre le fil de l'impact. Et ça, la conséquence la plus dramatique, on va parler brousouf un peu, c'est que les décisions d'arbitrage de budget peuvent être complètement faussées. Donc en fait, on est au XXIe siècle et on se retrouve à revivre une citation de 1913, que si vous avez appris le marketing une fois dans votre vie, on vous l'a dit, 50% de mon budget marketing ne sert à rien, mais je ne sais pas lequel. Et ça, en fait, on a cru qu'on s'en était affranchi avec les années 2000 et tout ce tracking et tous ces suivis de ROI. On se disait c'est génial le digital par rapport au GRP télé, par rapport aux relations presse, par rapport à plein d'autres éléments qu'on ne savait pas mesurer. Maintenant, grâce au digital, on peut tout mesurer. Maintenant, vous ne mesurez que 15%. Et c'est très, très difficile à faire comprendre aux dirigeants qui vraiment sont convaincus que le digital veut dire ROI, veut dire qu'on peut tout mesurer, etc. C'est en fait complètement faux. Vous ne pouvez pas tout mesurer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Exactement. Alors justement, comment est-ce qu'on peut mesurer les interactions en dehors des canaux classiques qu'on connaît tous? C'est la grande question. Il y a plusieurs pistes. Il y a notamment une piste qui est que le mode d'attribution, et notamment si vous passez d'une stratégie de lead gen à une stratégie de demand gen, alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces termes-là, lead generation, vous allez créer un certain nombre de personnes, vous allez générer un certain nombre de leads qui vont télécharger vos livres blancs et qui vont rentrer ensuite dans des funnels que vous allez nurturer, etc. etc. Demand gen, on va passer cette étape de nurturing pour aller directement générer des demo requests ou des trials. Bref, je ferme la parenthèse, mais quand vous êtes sur ce mode-là de passer du lead gen à une demand gen, ça devient très très compliqué parce que vous allez avoir des gens qui vont directement arriver à l'étape finale de votre funnel, à savoir une demande de démo, et là vous n'allez pas savoir comment ils sont venus chez vous. Premier problème. Et ce problème-là, il y a des moyens d'y pallier. Un des moyens d'y pallier, c'est tout bêtement, quand vous avez des sales qui vont du coup qualifier les besoins des personnes qui font des demo requests, c'est de leur demander comment vous nous avez connus, comment vous avez, comment vous avez connu, pourquoi vous nous avez contacté et choisi nous, est-ce que vous êtes en concurrence, est-ce qu'on est en concurrence avec d'autres produits? Donc le sales peut être un moyen de qualifier, de mesurer les interactions. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'il faut se dire aussi que la mesure, elle doit être globale. On ne peut pas simplement se focaliser sur des actions traquables. Il faut avoir une image, un panorama du tout. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes éditeur d'un podcast.
Podcast, c'est très compliqué de mesurer l'impact d'un podcast sur votre stratégie marketing. Est-ce que le podcast va générer un certain nombre de clients? Ça, c'est très compliqué aujourd'hui de le faire. Vous allez basiquement écouter le nombre d'écoutes. Ça, c'est la première chose facile à faire. Premier point. Deuxième point, vous allez peut-être dans votre description de post sur les réseaux sociaux, au moment où vous publiez votre épisode de podcast ou au moment où vous allez le mettre sur une plateforme type Ocha, on ne va pas trop les citer, mais ils sont juste à côté. Mais quand vous publiez votre podcast, vous allez peut-être insérer un lien. Là, vous allez pouvoir le traquer. Donc, il y a des palliatifs. L'autre palliatif, on en a parlé juste avant, ce sont les sales. Peut-être que les sales, quand ils vont qualifier la demo request ou quand ils vont faire l'essai gratuit, les personnes vont faire l'essai gratuit, c'est une question que vous allez pouvoir leur poser, c'est comment vous avez connu, ils vont peut-être vous répondre par le podcast. Donc il y a des moyens de pallier à tout ça qui vous permettent de mesurer ces interactions. C'est pas évident, mais c'est du coup, ça vous montre concrètement qu'il faut avoir des palliatifs, et c'est des palliatifs qui sont plutôt globaux, et qui vous donnent un aperçu général de l'ensemble des moyens et des interactions que vous pouvez avoir. Troisième point, c'est qu'il faut aussi bien comprendre qu'il y a une différence entre le qualitatif et le quantitatif. Il y a des données qualitatives, il y a des données quantitatives. Ça, c'est très important. Je vais bien préciser ce point parce qu'il est très conceptuel quand j'en parle maintenant comme ça, mais il est très concret. Quand je vous disais tout à l'heure, les sales peuvent vous apporter de la visibilité et vous aider à mesurer ces interactions. La qualification des sales va être extrêmement importante et la rigueur de cette qualification va être déterminante. Pourquoi ? La façon dont la question est orientée par un sales, si vous avez une question ouverte, ça ne vous permettra pas de pouvoir mesurer des interactions. Si vous ne faites pas rentrer le format de la réponse dans un standard, ça va partir dans tous les sens. En revanche, si vous avez des questions qui sont bien orientées en termes de réponse, oui ou non, ou alors sur une échelle de mesure, là vous allez avoir la possibilité de pouvoir orienter vos résultats et donc d'avoir une mesure beaucoup plus concrète des interactions et donc d'avoir un reporting derrière qui soit beaucoup plus approfondi. Donc il faut bien prendre conscience qu'il y a des données qualitatives, des données quantitatives. Il faut faire attention aussi dans l'orientation des réponses pour pouvoir être capable de mesurer ces interactions de manière correcte. Ça, c'est le troisième point. Dans les autres solutions qui vous permettent de mesurer ces interactions, il y a des choses tout à fait concrètes du type la surveillance de l'augmentation de ce qui est dit autour de votre marque, ce qu'on appelle en anglais le branded search, qui est fait autour de votre marque. Et ça, mesurer, surveiller cet indicateur est aussi déterminant. Vous avez des outils comme Agorapulse, Meltwater, plein d'autres outils sur le marché qui permettent de le faire. C'est une des pistes que vous pouvez avoir. L'autre indicateur, c'est le social listening. Surveiller ce que les gens disent, les interactions, le bouche à oreille. Et donc finalement, indirectement, ce dark social, c'est possible grâce au social listening. Vous pouvez surveiller des hashtags, vous pouvez surveiller des mots-clés relatifs à une personne de votre société, relatifs à des produits, relatifs à des services. Tout ça, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de le faire et donc qui vous permettent de mesurer ce social listening. Et enfin, il y a un dernier point, c'est quelque chose que je répète à toutes les conférences en ce moment, c'est qu'il faut bien prendre conscience aussi que tout n'est pas traquable. Et ça, c'est un point important en termes d'évangélisation. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on n'est jamais clair quand on bosse en entreprise ou quand on bosse avec un client, quand on est une agence et qu'on bosse avec un client. On ne fait pas suffisamment de pédagogie auprès de nos interlocuteurs pour dire « attention, tout n'est pas traquable ». Et le risque, c'est que la personne en face de vous, qu'elle soit votre client, qu'elle soit votre N+1, N+2, cette personne-là, elle s'attend à ce que à 200% vous ayez tout traqué. Et ça, il y a beaucoup de malentendus. Il y a beaucoup de malentendus et à l'arrivée, ça peut générer des discussions qui sont vives, etc., etc. Donc, il faut avoir aussi conscience que tout n'est pas traquable. Donc, mesurer des interactions en dehors des canaux marketing traditionnels, c'est faisable de manière partielle, c'est pas faisable de manière complète. Et ça, il y a une espèce de sensibilisation à avoir, qu'on soit en entreprise ou qu'on travaille pour un client. Il faut vraiment avoir conscience que ces choses-là ne sont pas faciles.
Et du coup, moi j'adore en fait, parce que les marketeurs, depuis une quinzaine d'années, étaient devenus des espèces de data analystes en fait, qui passaient leur temps derrière des tableaux de chiffres et qui avaient un peu perdu le vrai sens du marketing, qui est quand même de comprendre son client. Et pour comprendre son client, on le comprend. Enfin, les êtres humains, on les comprend rarement avec des chiffres en fait. Il faut leur parler. Et là, moi, je vous donne un exemple. Alors, moi, donc, j'ai une newsletter. Le comment du pourquoi, c'est une newsletter assez confidentielle. J'ai moins de 1500 abonnés. Et généralement, toutes les semaines, je gagne entre 10 et 15 abonnés par semaine. C'est assez stable. Et il y a eu une semaine où je gagne 50 abonnés d'un coup sur 2 jours. Et donc là, forcément, voilà, donc le chiffre m'interpelle. Du coup, je plonge dans les adresses e-mail de mes nouveaux abonnés. Je leur demande que leur adresse mail et leur prénom, donc je ne peux pas en savoir plus. Et je remarque que ça vient tous du même groupe média. Et je sais, parce que j'ai déjà échangé avec lui, que j'ai un abonné de presque la première heure qui fait partie de ce groupe média. Donc j'ai été en message privé sur LinkedIn lui dire « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais qu'est-ce que tu as fait ? Enfin, comment ça se fait que là, j'ai 50 abonnés de ton groupe ? Et il m'a dit « Bah oui, on a un groupe Slack. » Et j'ai publié un lien qui venait de ta newsletter et j'ai dit qu'elle était top et qu'il fallait qu'il s'abonne. Donc ça, c'est exactement le cas d'usage du dark social. Mais alors, moi, je suis une solopreneur, j'ai la main, je vois tout passer, etc. Mais en fait, ça s'applique, même dans les plus grandes entreprises. Ça s'applique d'aller regarder de temps en temps. Quand vous voyez sur un chiffre plutôt holistique, sur un chiffre global, quand vous voyez une anomalie, en fait, un épiphénomène, vous êtes en mesure non pas d'aller creuser dans les chiffres en dessous, mais vraiment d'aller creuser le qualitatif pour essayer de comprendre en posant des questions. Et alors, dans ces fameux chiffres holistiques, on a essayé de vous les résumer ici. Quels sont les chiffres que vous devez regarder pour vous dire peut-être qu'il se passe un truc en dark social qu'il faut que j'aille creuser. Pierre en a parlé, le branded search. Le branded search, c'est quand on cherche le nom de votre marque directement dans Google. Ça, le branded search, ça veut dire que quelqu'un a parlé de vous. Ça peut être qu'on vous a cité à une conférence, ça peut être un article de relations presse, ça peut être plein de choses. Ce n'est pas forcément du dark social, mais ça y contribue. Il n'y a pas que Google, je me permets. Il n'y a pas que Google, Il y a YouTube, il y a Twitter, voilà, il y a tous les moteurs de recherche en fait, sont impactés par ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le social aussi, donc tout ce qui va être la visibilité, si d'un coup vous gagnez plein d'abonnés social aussi, c'est la même chose qu'avec mes abonnés newsletter. En fait, tout ce qui va faire que vous allez avoir un comportement, j'ai envie de dire déviant, mais ce n'est pas un joli terme, mais un comportement anormal, ou en tout cas qui n'est pas cohérent avec ce que vous faisiez avant. Tendance exceptionnelle. Voilà, exceptionnelle, merci, dont vous ne vous expliquez pas d'où il vient. Parfois, c'est parce que vous êtes en campagne de relations presse, ou vous venez d'intervenir à une conférence, donc vous l'aviez anticipé. Si vous ne l'avez pas anticipé, c'est qu'il se passe quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Le troisième, c'est si vous avez une augmentation de trafic. Alors là, on n'est pas dans la recherche, qu'elle soit YouTube ou Google, on est vraiment dans le trafic dit direct. Et ça peut être effectivement un lien qui a été partagé dans différents canaux de dark social. Le quatrième impact à regarder, c'est tout ce qui va être l'engagement. Donc on a parlé évidemment d'une augmentation du nombre d'abonnés, mais ça va être peut-être aussi des gens qui vont venir plus commenter. C'est peut-être que c'était déjà des followers, mais que quelqu'un leur a parlé dans un groupe, en MP, en WhatsApp, de engager avec la marque, ça va t'apporter ça et ça, et que du coup, qu'ils se sont mis à engager avec la marque. Et enfin, évidemment, et c'est le Graal, et c'est celui qu'on espère pouvoir comprendre, mais qu'on n'arrive pas toujours à comprendre, c'est si vous avez des vraies conversions, en fait. Si vous avez des vraies conversions, il y a une espèce de pic. Alors parfois, en signal faible, tout n'est pas forcément évident. On passe pas de 10 à 50 comme sur ma newsletter dans tous les cas. Mais si vous voyez un petit pic de conversion à un moment où vous n'avez pas forcément de campagne qui peut l'expliquer, ça peut venir du dark social, et donc ça vaut le coup de creuser, parce que si vous arrivez à augmenter sur l'ensemble de ces 5 typologies d'indicateurs, ça veut dire que ce qui se passe dans le dark social fonctionne. Et donc ça veut dire qu'il faudrait quand même que vous arriviez à vous en inspirer, et donc à adapter vos propres stratégies marketing. Ton exemple était bon, je me permets juste une petite digression, mais ton exemple était bon parce qu'en plus, analyser, essayer de comprendre pourquoi, comme tu l'as fait sur la newsletter, ça peut avoir aussi ça peut te permettre d'avoir aussi la capacité de détecter des ambassadeurs. Et donc du coup, par ricochet, une personne qui a parlé de vous, qui vous a recommandé auprès de son audience, auprès de sa communauté, si vous prenez le temps d'analyser, d'essayer de détecter le fait générateur de ce pic de dark social,
ça va vous permettre peut-être demain de remonter à la source, de trouver la personne qui a été la cause, le fait générateur, et donc du coup de pouvoir rentrer en contact avec elle comme tu l'as fait, et d'en faire un ambassadeur pour qu'elle puisse demain vous en apporter encore plus. Donc vous avez un effet des multiplicateurs derrière qui peut être intéressant pour vos marques, pour votre audience, etc. Donc les marques aujourd'hui, il y a beaucoup d'analytiques derrière, il y a beaucoup il faut avoir ce réflexe, je pense, qui est intéressant et qui peut du coup aider à d'autres choses. Et donc, pour pouvoir actionner tout ce côté qualitatif, il faut quand même avoir du quantitatif. Il faut quand même mesurer des choses. Donc d'abord, il faut introduire, comme l'a évoqué Pierre, des questions. Ça peut être des questions de tous les calls de qualification SDR, comment vous avez entendu parler de nous. Alors, ça peut être évidemment des questions plus individuelles quand vous identifiez des ambassadeurs. Il faut mesurer la notoriété. Alors moi, je suis une grande défendresse de la notoriété depuis 30 ans et on a oublié que la notoriété vient aussi renforcer les campagnes d'acquisition plus héroïstes, je mets des guillemets parce que le brand, ça reste héroïste, mais c'est plus difficile à mesurer. Donc il faut que si vous n'avez pas aujourd'hui de mesure de votre branded search sur l'ensemble des canaux, Pierre, très justement, vous vous rappelez, il n'y a pas que Google dans la vie, c'est très important de mettre en place ces outils de mesure. Et évidemment, alors ça on imagine que vous les avez, mais donc churn, rétention, acquisition, enfin tous les KPI de pilotage de votre base client en particulier, voire de votre chiffre d'affaires sur des upsells, du panier moyen, etc. Parce que tous ces signaux faibles de modification que vous n'expliquez pas peuvent être en fait du dark social à l'origine. Et donc ça va jusqu'au niveau de participation et d'engagement sur vos réseaux, sur vos chats et dans vos propres communautés si vous en avez. Alors, la deuxième chose, ça c'est la première slide sur les stratégies marketing, c'était qu'est-ce que vous pouvez regarder. Mais il y a aussi comment vous pouvez l'impulser. Parce que s'il y a 85% des échanges qui se font en dark social, autant y participer, autant l'encourager. Plutôt que de se dire non, mais moi j'ai besoin de mes UTM, etc. Je ne veux pas que ça se passe en dark social. De toute façon, ça se passera en dark social avec ou sans vous. Donc autant accompagner le mouvement et favoriser les conditions de partage. Vous avez des livres blancs, vous avez des articles sur votre site, vous avez beaucoup de contenu. Facilitez le partage. Mettez tous les boutons de partage possibles et imaginables qui correspondent aux canaux favorisés par votre audience, évidemment. Mettez un bouton Reddit si ça correspond à ce que... ou là, les communautés dans lesquelles vous savez que vos clients type ou idéaux interagissent. Vraiment, facilitez-leur la condition de partage parce que ça va leur permettre d'aller beaucoup plus vite. Il y a maintenant même des boutons WhatsApp aussi qui permettent de le faire. Je me permets juste une petite précision là-dessus, parce que c'est hyper intéressant cet exemple. Vous avez un blog, vous savez souvent, si vous avez un blog sur WordPress, vous pouvez avoir des petits plugins qui vous permettent d'ajouter les boutons de partage. Maintenant, ça va même un peu plus loin. Si vous êtes capable de personnaliser chacun des boutons pour chacun de ces articles en mettant des UTM, là vous allez pouvoir avoir un outil qui vous permet de traquer et donc d'anesthésier et de réduire un petit peu l'inexplicable en termes de trafic. Donc concrètement, vous avez un article sur une thématique. Si vous avez la capacité avec ces petits, je ne fais pas de pub pour WordPress, mais si vous avez la capacité avec un plugin ou un autre outil de pouvoir traquer le lien qui va être partagé sur WhatsApp ou sur un autre, vous allez pouvoir du coup être en capacité d'analyser si ça a un impact à terme sur votre trafic ou sur les conversions que vous pouvez générer. Et donc ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir commencer à aussi faire des tests sur différents canaux. Et c'est les deux points suivants, c'est-à-dire d'orienter les budgets, mais aussi de regarder de façon holistique. Et je crois que vraiment la leçon qu'on voulait, si vous retenez un enseignement de cette masterclass, c'est vraiment de ne pas siloter en fait. De ne pas regarder les choses en silo. Alors, vous devez évidemment analyser chaque action en silo, mais de toujours regarder la vue d'ensemble parce que parfois, ce qui se passe sur une campagne où vous dites « bof », sur ce canal-là, ça n'a pas donné grand-chose. En fait, ça a eu un impact, mais que vous allez regarder à travers un autre prisme et donc potentiellement une autre personne de l'équipe. Donc, toujours garder aussi cette analyse d'hélicoptère pour pouvoir ensuite orienter votre budget. Et le dernier exemple qu'on voulait vous citer avant de vous passer la parole pour les questions, je te repasse la parole, Pierre. Vous avez mis en place des choses super intéressantes en community building chez AgoraPulse. Ouais, et alors effectivement, je complète juste sur la partie budget parce que c'est hyper important. Souvent, on attribue de manière un peu fausse des
des impacts sur certains canaux. Ah. Et on se dit on va couper d'autres budgets, on va arrêter de faire des choses. En fait, c'est une erreur de couper drastiquement. Il vaut mieux couper graduellement, c'est ce que disait du coup Laura. Il faut couper graduellement parce que ça peut avoir un impact, que vous n'auriez pas forcément envisagé en prenant la décision. Donc ça, c'est un truc qu'on fait chez Agorapples. On essaie de ne pas couper drastiquement les budgets quand quelque chose ne marche pas. En fait, on les coupe de manière graduelle. Et en fait, ça nous permet de voir si l'intuition qu'on avait par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait pas est vérifiée, ou si finalement, ça c'est pas confirmé et donc on doit peut-être laisser le budget comme il était. Donc ça, c'est un point que je préférais préciser, mais merci de me laisser la parole sur le reste. Donc effectivement, comme disait Laura, on a mis en place chez Agorapples deux choses en termes de community building. Deux choses qui sont assez concrètes. La première, c'est on a mis en place une communauté sur Discord qui est devenue la première communauté social media manager. Je passe cet aparté, mais globalement, cette communauté, on l'a créée pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de groupe WhatsApp qui existait à l'époque, etc., etc. Donc on a créé cette communauté from scratch. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que à travers cette communauté, sans que ce soit labellisé Agorapples, à travers cette communauté, on avait énormément de mentions de notre marque, de partage de contenu qui était généré par notre marque. Et en fait, on a commencé à s'intéresser à toutes les interactions qui étaient faites autour de ce community building. Et concrètement, on a mis en place un tracking qui nous permet aujourd'hui de voir un impact direct de cette communauté Discord. Donc ça, c'est le premier point. C'est intéressant, l'approche community building, elle est assez intéressante pour les marques. Et maintenant, aujourd'hui, Discord a un impact énorme sur le trafic des contenus qu'on partage. C'est à peu près, juste pour vous donner une idée, 13% du trafic du blog, 13% du trafic mensuel du blog. Ça, c'est la première chose. Au démarrage, on n'était pas du tout sur ces chiffres-là. On ne pensait pas qu'on allait avoir un tel impact. La communauté, elle grandit d'à peu près 35% tous les mois, sans effort particulier, sans pub de notre côté, sans action. On a créé quelque chose pour faire un test. Premier succès qu'on va sans doute amplifier dans les prochains mois. Deuxième succès, entre guillemets, c'est qu'on a, depuis plusieurs mois, voulu fédérer les CMO et on a créé un club des CMO pour avoir l'ambition de créer la première communauté autour d'événements physiques, autour d'événements digitaux. Et ça, pour le coup, cette stratégie marketing, elle a eu un effet assez intéressant. On a échantillonné un certain nombre de personnes qu'on voulait inviter dans ce club. Donc on a créé le club, on est parti de l'échantillon, on a invité des gens. Et par un effet boule de neige, les conférences qu'on propose à l'occasion des journées thématiques et des petits déjeuners qu'on propose, ça nous a ramené pas mal de monde. Ça nous a ramené par un effet bouche à oreille, un copain d'un copain, une connaissance. Et en fait, on est monté à 200 CMO fédérés dans ce club. Vous voyez qu'il y a quand même eu un impact assez important. On est parti de 20 personnes. 20 personnes, on a fait un effet multiplicateur de x10. Et que en dark social, du coup. Et que en dark social, sans faire... à partir du moment où on a eu nos 20 premiers directeurs marketing, en fait, on a arrêté. On s'est dit, on va commencer avec 20, on va faire des tests, on va voir si ces 20-là reviennent de manière récurrente, et puis peut-être qu'on va passer à 30, à 40. On avait une ambition qui était tout à fait modeste. En réalité, les conférences, le contenu qu'on a partagé à l'occasion des conférences était hyper intéressant. Et puis, on a eu des gens qui nous ont dit, est-ce que je peux inviter telle personne à la prochaine session? Est-ce que je peux en inviter deux autres? Et en fait, ça nous a monté à 200 personnes. Alors, on n'a pas toujours 200 personnes aux événements, et ça vient par roulement, mais en tout cas, aujourd'hui, les adhésions, c'est 200 personnes autour de ce club. Donc plutôt intéressant. Et là, vous avez un palliatif à ce qu'on peut avoir par ailleurs sur le digital. On l'a créé de manière physique avec ce club des CMO. Voilà. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de créer votre propre communauté. Vous pouvez aussi aller identifier des communautés existantes de vos décideurs, ou vos prescripteurs, ou vos utilisateurs, dans lesquels vous pouvez commencer à aller d'abord regarder ce qui se passe, interagir. Alors interagir toujours en tant qu'être humain et jamais en tant que marque, et commencer à écouter, mais écouter sans forcément d'outils. Écouter vraiment avec votre oreille d'humain et aller interagir. Je crois que le plus important aussi là-dedans, c'est vraiment d'essayer de prendre le temps de comprendre pourquoi quelqu'un parle de vous.
Est-ce que c'est parce que vous avez un contenu qualitatif ou si c'est par rapport à un produit? Quel est l'aspect du produit qui l'a intéressé? Quand vous prenez le temps de regarder ce qui se dit autour de votre marque que vous creusez, là vous avez des faisceaux d'indices qui peuvent vous orienter dans votre démarche d'acquisition. Alors c'est pour plusieurs multidimensionnels, hein, mais je pense que c'est hyper important là-dessus. Et comme il ne reste qu'une seule minute, on va quand même vous passer la parole si vous avez des questions. Déjà, merci pour la présentation, c'est top. Question plus technique, peut-être un peu trop précise. Est-ce que vous avez des idées d'outils? Je pensais à des outils comme Mentions qui permettent en fait de voir les mentions tout simplement sur les réseaux sociaux, etc., qui sont faites sur votre entreprise. Tout ça online, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous avez des idées d'outils qui permettraient de faire une veille de est-ce qu'on parle de moi sur les réseaux sociaux? Il y en a plein. Je vais en citer, Agorapulse le fait. C'est une de nos fonctionnalités par rapport à les marques, par rapport aux hashtags, par rapport à des personnes. Vous pouvez mettre en place un certain nombre de surveillance. Ça, c'en est un. Vous avez d'autres outils, hein. Il n'y a pas que Agorapulse, on est un des acteurs sur ce marché-là, mais il y a des Meltwater, il y a des Bodyguard. Alors Bodyguard, on en a beaucoup parlé, c'est une marque qui a accompagné Roland Garros, notamment pour tout ce qui est protection de l'e-réputation. J'en parle parce que c'est un partenaire, donc on les connaît bien. Mais globalement, oui, il y a plein d'outils qui vous permettent de faire ça. Il y a des outils gratuits, il y a des outils payants. Elles n'offrent pas tout à fait les mêmes fonctionnalités, la même performance dans la surveillance, mais il y a plein d'outils qui le permettent. Donc oui, les mentions qui sont faites de vous, de votre marque, ça c'est surveillable, c'est facilement faisable. Il y a d'autres outils qui vont même un peu plus loin. Je ne veux pas faire trop de publicité, mais nous on a essayé, c'est un sujet c'est pour ça qu'on est devenu un peu expert sur ce domaine du dark social, parce que c'est un sujet qui revenait de manière récurrente auprès de nos clients. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup des UTM. En fait, Agorapulse a breveté un outil qui s'appelle le Social Media ROI. Cet outil permet d'UTMiser de manière automatique les posts qui sont faits sur les réseaux sociaux. Pour vous donner une idée, on a fait une étude. Cette étude, elle a montré que 98% sur 10 millions de posts qui étaient faits à travers notre outil sur les réseaux sociaux. Donc, nos clients faisaient 10 millions de posts sur une année. On a analysé ces 10 millions de posts. 34% des 10 millions de posts avaient un lien. Sur ces 34% contenant un lien, il y en avait 2% qui étaient utilisés, 98% qui n'étaient pas suivis. Donc ça veut dire que concrètement, quand vous êtes dans un environnement de crise économique, qu'on vous demande de mesurer ce qui est fait et l'impact des choses qui sont faites, notamment l'impact que peut avoir un partage sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas capable d'analyser l'évolution d'un contenu et la volatilité d'un contenu que vous partagez, c'est très compliqué. Donc il y a plein d'outils qui permettent, chacun des outils que vous pouvez trouver sur le marché a une spécificité. Nous, ça a été un des moyens de répondre à ce type de problématique. Mais il n'y a quand même aucun outil qui peut vous permettre d'analyser ce qui se passe dans des WhatsApp ou dans des messageries privées. Enfin, il y a vraiment des limites. Hein. Quand on parle de dark social, ces outils-là ne vous permettront pas d'y aller. On parle d'outils de social listening classiques qui vont aller voir ce qui est ouvert en fait. Et donc vous passez quand même à côté du dark social avec ces outils-là. Hein, quand même c'est ce qu'on disait, hein, tout n'est pas traquable. Ça, il faut bien le garder en tête, il faut bien l'expliquer. Et la deuxième chose, c'est surtout que vous avez des outils type LinkedIn. Quand vous publiez sur LinkedIn, LinkedIn va limiter votre tracking. Donc il y a aussi des barrières qui sont dues à certains réseaux sociaux. Je parle sous le couvert d'un expert LinkedIn qui est devant moi. On a les deux experts LinkedIn qui prennent le stage derrière nous pour parler de LinkedIn. Donc on vous encourage à rester évidemment pour leur talk après aussi. Mais aujourd'hui, vous avez aussi des barrières à l'entrée avec certains réseaux sociaux. Ouais. C'est fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on est disponible évidemment autour.